par respect pour les gens qui sont ponctuels, hein, je veux vous saluer, vous remercier d'être là et me présenter et présenter les gens avec qui je suis. Donc, évidemment, je suis accompagnée ce matin de la présidente fondatrice de Agenda et d'AFI Expertise, Marie-Pierre Saint-Hilaire, qui nous fait l'honneur, le plaisir, le bonheur de se joindre à nous ce matin. J'ai aussi avec moi Anna Tao qui s'occupe de tout ce qui est logistique et aussi vous donner la parole lorsque viendra le temps de la période des questions. Donc, c'est je pense, notre 9e, c'est ça? Oui, je pense que c'est notre 9e Casa Academy depuis le début de la crise. On en fait une à tous les jeudis matins à 9h15. Nous autres, on a toujours voulu aider les communicateurs à être meilleurs. Mais je vous dirais qu'avec le début de la pandémie, c'est vraiment devenu une mission, une obsession, parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, nos contacts, nos amis, qui sont des experts en communication depuis 20 ans parfois, se sont retrouvés un peu comme tout le monde, évidemment, pas sûrs de ce qu'ils devaient faire. Puis aussi, sont trouvés avec un grand besoin de partager, de discuter. Donc, bien qu'à chaque fois, on arrive avec un sujet particulier, très souvent, c'est nous qui prenons la parole sur des sujets spécifiques comme la communication interne qu'on a abordé, évidemment, la gestion de crise, la création de contenu. Il y a eu beaucoup de sujets comme ça. Autant, on veut en faire une table ronde de discussion où les gens se sentent à l'aise, évidemment, de partager. Donc, on va poursuivre avec ça aujourd'hui. On va avoir l'occasion de faire une période de questions. Ça va être Anna qui va vous mettre en ligne. Vous n'avez qu'à lever la main, poser une question dans le chat. Autrement, écoutez, le sujet d'aujourd'hui, hyper pertinent. Marie-Pierre, elle l'attendait cette journée-là où on était pour être forcé, obligé de regarder en pleine face la question de la gestion du changement et de s'outiller face à ça. Et aussi, moi, je l'attendais pour une autre raison parce que je considère que les gens de communication, on doit absolument être en amont de tout ça. On doit toujours être en avant de la parade, prévoir et la gestion du changement, ça fait partie de notre travail et on doit être en mesure de le maîtriser et d'être un acteur clé dans nos organisations. Donc, sans plus tarder, Marie-Pierre, je te laisse la parole. Je suis vraiment contente que tu sois là ce matin. Je suis très excitée par le contenu que tu vas partager avec nous. Puis, je t'invite peut-être à te présenter un peu plus, présenter tes organisations, puis partir de ta présentation. Mais merci, Marie-Josée. En fait, pour commencer, Marie-Josée et moi, on s'est connus à cause d'Harvard. Pour ceux qui me suivent dans les médias sociaux savent que je suis une fan finie d'Harvard, étant donné que ça a effectivement fait évoluer ma pensée critique, je dirais. Et Marie-Josée, tu as fait le même programme que moi. Tu m'as envoyé une petite lettre l'année d'après où je venais de finir. Puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert Casacom. Donc, pour les gens qui me connaissent ou qui connaissent déjà Agenda ou quoi que ce soit, je vous inviterai à suivre Casacom. Vraiment pertinent, surtout en ce moment. Beaucoup de passion. Alors, pour moi, pour ma part, Marie-Pierre Saint-Hilaire, en fait, je suis en premier lieu une entrepreneur dans l'âme. J'ai appris à être un leader, j'ai appris à être une gestionnaire. Je suis une fan finie de l'humain. J'ai fêté mes 20 ans de carrière la semaine passée, en confinement. Et j'ai pas fêté fort parce que quand tu fêtes, me semble que tu as plein d'amis. Mais pour moi, ça a été vraiment un point d'ancrage très fort de dire ça fait 20 ans que je travaille sur des organisations où je développe des organisations où j'achète des organisations qui ont à cœur l'humain derrière tout ce qui est technologique, derrière tout ce qui est l'évolution des modèles d'affaires, l'évolution des entreprises, des sociétés, de la globalisation du monde, etc. Donc, c'est ça, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Agenda est un groupe maintenant constitué de 160 magnifiques humains. Donc, 160 voix au Québec puis dans l'Est du Canada parce qu'on est en train d'ouvrir notre bureau à Ottawa. En fait, on a réouvert aussi la semaine passée. La semaine passée, c'était vraiment comme un beau wake-up call. Et c'est ça, donc, dans l'Est du Canada. Et nous, ce qu'on fait, on aide les organisations, on aide les équipes, puis on aide aussi les gens à se développer, à se transformer, tout en gardant le patrimoine d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc, on utilise tout ce qui est humain et tout ce qui est technologique pour arriver à nos fins. On croit fondamentalement que l'humain et les technologies, c'est plus fort que l'humain ou les techs. On le dit haut et fort depuis des années. Principalement, en même temps, c'est notre leitmotiv depuis la fondation justement là, du groupe Agenda
qui était le 9 mai 2017, où est-ce qu'on a consolidé les acquisitions des entreprises qu'on a pour en faire un groupe. Puis on en parle, c'est ça, justement depuis 3 ans, allègrement. Et le COVID nous a comme donné maintenant raison sur nos convictions. Donc, Agenda, c'est ça, transformation. On a aussi la division AFI qui est encore plus connue, je pense, que Agenda. On est le leader dans tout ce qui est développement de compétences, tout ce qui est apprentissage en entreprise. Encore là dans l'Est du Canada, numéro 2 au Canada. Pourquoi on n'est pas numéro 1? C'est que c'est un joueur américain, donc avec une approche très traditionnelle. Fait que moi, je dis toujours qu'on est le cool kid in town. Notre but, c'est de développer les talents utilisant à peu près tout ce qu'on a de disponible, autant la complexité des techs, autant la gestion de projet, les RH, tout ce qui est Office 365, tout ce qui va aider finalement l'humain à grandir. On a maintenant des business coachs, des facilitateurs, des formateurs, on a des conseillers, des accompagnateurs, des experts, toutes sortes de métiers que maintenant se dessinent beaucoup plus facilement à expliquer qu'avant qu'on disait, bien là, c'est quoi un facilitateur versus un formateur? Il y a une grande différence. Ça pourra faire l'objet d'une autre discussion. Alors, voilà. Puis, en toute humilité, ben moi, je fais juste mon possible dans la vie. Puis, j'ai décidé que les 10 prochaines années seraient empreintes de ma conviction personnelle où est-ce que, dans le fond, j'ai la chance d'avoir créé avec des gens autour de moi une entreprise qui m'aide dans ma mission de vie, qui est finalement très empathique, là, mais qui est vraiment de mettre les talents à la bonne place dans la société, puis de mettre de l'humain dans une société qui s'en venait un peu malade. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont quand même visuels. Moi, j'aime pas beaucoup les PowerPoint parce que, je sais pas, j'aime mieux voir des gens pas de PowerPoint, mais je vous ai quand même mis un PowerPoint en fond d'écran pour m'assurer que vous puissiez me suivre si je parle trop vite. Fait que quand la gang de Marie-Josée m'ont demandé de parler de gestion de changement, moi, j'ai eu envie de mettre un titre qui s'appelle « Un monde en mutation » à la place. Parce que la gestion de changement, on en parle dans mon organisation, on en parle avec nos experts depuis 2005. La business existe depuis 2000. On était principalement dans le développement de compétences et on était principalement dans le développement de l'humain, puis aussi l'apprentissage des technologies, des tâches et compagnie. Puis en 2005, je suis tombée en amour avec ce qu'on appelle ce qu'on appelait la gestion de changement, avec toute une méthode de travail, tout ça, on a un do-it, on a des concepts, des cas de référence et tout ça. Pour me rendre compte, après plusieurs années, en accompagnant des milliers de gens et des multitudes d'entreprises de tous les secteurs, que de la gestion de changement, dans le fond, c'est intrinsèquement ce qu'on vit et c'est un apprentissage d'être capable de gérer notre changement, d'évoluer au sein d'une société qui devient de plus en plus complexe. Donc, j'aime mieux maintenant dire qu'on est dans un monde en mutation et je suis persuadée, hors de tout doute, que c'est un nouveau commencement présentement. C'est excessivement triste pour l'aspect sanitaire. Mais pour l'aspect organisationnel, honnêtement, il y a un certain ménage d'un patrimoine qu'on traîne qui nous empêche de vivre vraiment la société qu'on devrait vivre pour pouvoir passer à un autre niveau. Donc, pour moi, la société, quand on parle de monde en mutation, c'est super simple. C'est que ça fait déjà depuis 2017 qu'on dit, d'ailleurs sur notre site web, vous allez voir, que la révolution numérique transforme les organisations puis les cultures, que l'innovation s'accélère, que l'économie nous digitalise et automatiquement, l'individu s'autonomise. Donc, ce n'est pas de se rendre indépendant, c'est de se rendre seul. On est plus connecté que jamais. Mais notre organisation doit changer. Puis c'est là où est-ce que l'intégration des technologies dans tout ce qu'on fait, tu sais, quand on dit l'ère numérique, c'est de dire les techs, on les utilise dans tout ce qu'on fait, mais il y a toute une humanisation des technologies qui est maintenant indissociable par rapport au virage que nos organisations, puis que nos équipes et que nous-mêmes on fait. Fait que nous, on croit que l'humain est évidemment le principal moteur de toutes ces transformations-là. C'est quand on parle de gestion de changement, une organisation ne se change pas, ce sont des gens qui changent, qui évoluent, qui apprennent à réussir et à s'adapter différemment. On est beaucoup dans le darwinisme en ce moment. Ça veut dire que ce ne sont pas les gens les plus brillants qui réussissent, c'est les gens qui sont capables de s'adapter le plus rapidement possible et de se connecter aux autres qui va gagner. Donc, l'organisation derrière tout ça, finalement, est simplement un moteur pour nous aider comme société à être capable d'avoir des mini-cellules
dans une société complètement connectée, des industries qui sont complètement connectées pour pouvoir arriver à nos fins puis être capable de faire un monde meilleur. Donc, quand on parle d'évolution, on parle automatiquement du futur du travail. Puis le futur du travail, the future is bright. Oui, on a un soubresaut pour la prochaine année, les 2 prochaines années. Oui, on s'en va, selon les meilleurs, vers une récession qu'on appelle une récession un peu artificielle parce que, dans le fond, on avait plein d'emplois, puis on se retrouve avec pas plein emploi et on va se retrouver avec pas un plein emploi encore un bon bout parce que les organisations, certaines industries sont en train de s'écrouler ou des organisations doivent complètement se réinventer. Ou encore, on a des industries qui sont en train d'émerger de façon majeure parce que ce sont des besoins qu'on a dans l'organisation, puis on devient de plus en plus créatif. Comme vous, j'ai vu des restaurants changer de modèle d'affaires. J'ai vu des entreprises émerger. J'ai vu des gouvernements se consolider différemment. Dernièrement, pour les gens qui ne le savent pas, là, la commission parlementaire à l'Assemblée nationale a été virtualisée en totalité. C'est Agenda derrière, qui était le partenaire de ça. Ça fait des années qu'on rêve de pouvoir aider ce genre d'initiative-là. Ça qui aurait pris normalement des années parce qu'on ne voyait pas la pertinence d'aller rapidement et de rendre ça disponible. Donc, pourquoi faire des commissions parlementaires directement en virtuel quand on n'a pas de pandémie? Bien, il y a une question d'efficacité, il y a une question de modernité, il y a une question d'avoir accès aux ressources plus rapidement. Mais ça, ce n'était pas encore assez fort pour pouvoir faire ce genre de virage-là aussi rapidement. La pandémie nous a amené ça. Maintenant, nous avons des commissions parlementaires virtuelles, les gens capotent, les députés adorent ça, etc. C'est le futur du travail. Quand on parle du futur du travail aussi, il faut voir des incidences. Là. Puis je prends toujours un bon 5 à 7 minutes pour vous parler de ça. C'est une slide que j'adore. Puis dans le fond, qui ne réinvente pas ce qu'on entend partout, mais je le mets du côté un peu plus humain. Il y a plein de technologies qui existent maintenant. Nos sociétés sont connectées, les gens sont connectés, on le voit. OK? Il ne faut pas être à 2 mètres parce qu'on peut rendre malade. Bien, les entreprises, c'est la même chose. On est hyper connectés, on l'a toujours dit, on le croyait, mais on ne le croyait pas. On était beaucoup dans moi, j'apporte quoi dans mon organisation? C'est quoi les équipes apportent? C'est quoi les entreprises? Qu'est-ce qu'ils apportent? Les technologies nous permettaient de nous connecter le plus vite possible, mais on les voyait comme un espèce de support. On ne les voyait pas nécessairement intégralement tout le temps dans une stratégie, mettons, coordonnée avec la planif stratégique, avec ce qu'on allait devenir. Même chose avec nos gens. On les développe, mais on ne les développe pas. On génère on voit des compétences critiques importantes, mais on en cible 2, 3 par année. Tout ça, finalement, ces grandes influences-là qui étaient en action, tranquillement, sont rendues un vent de marée. Donc, il y a une plus grande complexité, on en parle. Je ne sais pas si Jean-François Lavallée de chez nous s'est connecté, j'ai vu qu'il était un des participants. Monsieur qui adore la complexité puis le sujet de la complexité. Derrière la complexité, il y a toute une image, il y a toute une histoire qui nous permet d'avancer différemment comme société. Mais ça nous amène aussi à une mutation rapide des marchés en ce moment. Les gens sont connectés super. Les générations, on est rendu avec 5 générations dans la même année qui travaillent ensemble. Je suis un peu tannée de dire génération. Moi, je vais parler plutôt de cycle de vie de gens. Dans la vingtaine, tu ne cherches pas la même affaire pour te connecter à ton entreprise, pour évoluer. Dans la trentaine, tu ne cherches pas non plus. Tu as des enfants, on le voit. Là. Avec le COVID, tout est rendu visible. Les jeunes familles n'ont pas les mêmes besoins que les gens qui sont des débuts de cinquantaine, qui veulent rester connectés avec leur père, puis qui aimeraient ça prendre un verre de vino, puis se voir, puis qu'ils se rendent compte que la machine à café, puis de pouvoir échanger avec leurs gens, puis leurs collègues, c'était super important dans leur vie. Tandis que là, on voit que les familles, bien, dans la trentaine, début quarantaine, bien, ils se disent « Oh mon Dieu, j'ai besoin de temps, puis mon Dieu que la garderie puis l'école est important pour moi, je vis des choses. » Fait que c'est pas une question de génération, c'est une question de besoin dans un cycle de vie. Puis ça, bien, on a 5 générations. On va travailler 50 ans. Que les gens qui rentrent dans l'entrée en ce moment, c'est prouvé, il va y avoir une cinquantaine d'années devant eux. Ce n'est plus du tout la même façon de travailler qu'avant. Pourquoi on travaille plus longtemps? C'est que aussi nos métiers changent, notre pertinence change. Donc, on ne peut plus donner du 50 heures quand on est un leader pendant 50 ans. Il faut voir aussi la façon dont on travaille.
Fait que ça, ces grandes influences-là en action, on les a vues, on les a senties tranquillement, pas vite. Là, c'est un raz de marée dans le COVID présentement. Fait que maintenant, c'est la vitesse. Les changements s'accélèrent de façon exponentielle. Comment qu'on est capable, nous, comme humains, comme personnes, de s'accrocher à ça, de toujours être pertinent, de continuer à avoir une santé mentale incroyable, d'être dans un stress chronique constant. J'en parle souvent du stress chronique parce que c'est pas comme le stress. Un stress chronique, c'est un stress qui est incontrôlable, qui est des événements incontrôlables dans notre vie, à petite dose, de façon constante, pendant une longue période de temps. Donc, on s'entend qu'actuellement, 100% des gens au monde vivent un stress chronique. C'est clair, c'est concis, c'est dit. Et comment on est capable de diminuer ce stress chronique-là, qui peut faire des ravages au niveau santé, qui peut faire des ravages au niveau mental, et donc qui vont pouvoir faire des ravages au niveau des équipes de travail, puis de nos organisations qui vont s'affaiblir si les gens qui, finalement, y travaillent s'affaiblissent. Fait que là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on travaille ça? On a un enjeu. On a l'enjeu aussi que la vision actuelle du marché du travail était beaucoup en escalier. Et le futur s'en va sur des boules, comme vous voyez. Le futur s'en va comme sur un parcours. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi, je ne connaissais pas le sport, le parcours. Je l'ai découvert, puis je me rends compte que le changement est carrément ça. C'est que dans le fond, un parcours, quand que tu fais un parcours, c'est que c'est un sport où est-ce que tu utilises ton corps, tu utilises ta tête, ton intelligence, tu utilises tout ce qu'il y a autour de toi pour te rendre du point A au point B le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Ce sont des sports extrêmes qui sont souvent travaillés et faits dans des villes, parce que dans des villes, on a des murs, des escaliers, des flaques d'eau, des automobiles, etc. Donc ça, on peut le faire individuellement, mais on peut faire des parcours aussi en équipe. Notre carrière et la société s'en va vers un concept de parcours. Je donne toujours l'exemple des comptables parce que j'ai toujours essayé dans mes parties de Noël, d'expliquer à mon oncle Guy qu'est-ce que je faisais dans la vie, c'est compliqué. Un comptable, par contre, dans l'imaginaire des gens, ils sont restés dans la vision du comptable des années 90, là, où est-ce que tu sors de l'école, tu sors de l'université et tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu travailles soit en entreprise ou en gouvernement ou tu travailles dans une société de comptable, une firme de comptabilité. Selon le chemin que tu prends, après ça, tu as des escaliers de titres, de salaire, de croissance, de développement, d'où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu peux devenir super technique ou tu peux devenir un gestionnaire ou en entreprise, tu vas pouvoir commencer à faire X, Y, Z, mais c'est très clair pour un comptable. Il fait ça pendant 30-35 ans, puis après ça, il finit à prendre un café avec ses autres amis comptables le mardi au Tim Hortons. On a vu ça dans les générations passées. Maintenant, ce qui s'en vient, puis ça, cette slide-là, c'est Mme Dearborn, la numéro 2 des SAP qui m'a permis de l'utiliser. Elle est venue chez Agenda pour finalement rencontrer justement certains de nos clients en mode VIP. J'ai capoté ma vie quand elle nous expliquait ça parce que j'ai dit c'est vraiment ça. Et nous, on est rendu dans le parcours. Dans le parcours, c'est quoi? Ça veut dire c'est le concept du T-shape. Le concept du T-shape, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous une spécialité dans la vie. Puis dans les dernières années, dans les 10-15 dernières années, on a demandé aux gens de se spécialiser le plus possible, le plus possible. Fait que ça, c'est notre T, notre barre, notre spécialité. Mais maintenant, on y ajoute depuis plusieurs années des mineurs par intérêt, par talent, parce que notre entreprise nous demande d'être innovateur ou parce qu'on fait maintenant partie de projets qu'on n'aurait même pas pensé pouvoir faire partie. Nos mineurs nous permettent d'avoir un T-shape. Mais ces mineurs-là deviennent des fois notre majeur au fil du temps. C'est pour ça qu'on prône maintenant les profils atypiques, qu'on cherche des gens qui n'ont pas le CV de l'emploi, qui ont fait un peu de tout. Pourquoi? C'est parce que ça nous permet de comprendre que ces gens-là sont, je le répète au niveau de la connexion, dans le darwinisme, sont capables de changer rapidement, d'évoluer, d'utiliser tout leur talent naturel pour pouvoir contribuer à l'organisation. Fait que tu as des projets qui sont précurseurs d'un changement, donc les grosses boules que vous voyez. Puis tu as des petits projets qui changent un peu, qui vont changer notre façon de penser, mais qui n'auront pas un tant gros impact sur notre carrière pour le moment, mais on ne le sait pas. On va peut-être l'utiliser plus tard. C'est le modèle aussi de Steve Jobs. Hein? Steve Jobs a fait un bac multi, il a fait de la calligraphie d'ici, on ne le savait pas jusqu'à temps qu'il invente l'iPhone et pourquoi l'iPhone est à ce point sophistiqué. Mais ça permet d'avoir des gens qui deviennent atypiques et sophistiqués.
D'ailleurs, on a fait plusieurs mandats avec Casacom, puis Marie-Josée et son équipe, à un moment donné, m'avait dit, j'ai adoré, disant, ta business, Marie, n'est pas compliquée, elle est sophistiquée. Puis c'est ce que je me rends compte, c'est que la société devient de plus en plus sophistiquée, les entreprises deviennent de plus en plus sophistiquées. Alors, comment nous, comme individus, on peut devenir sophistiqués tout en étant dans notre pertinence, tout en étant dans nos talents? Et comme la relation formation-travail se transforme de façon majeure, qu'on est en continuel changement, on ne peut plus dire qu'on fait de la gestion de changement. On peut dire simplement qu'on évolue dans un monde qui est continuellement en mutation. Mais comment nous, comme individus, on n'y parle pas notre latin, puis on ne dit pas, bien, on lâche la serviette, puis on va capoter notre vie, parce que c'est aussi le gros challenge des leaders. Le professionnel, il est encore campé dans une spécialité, puis son T-shape, où il est capable de le travailler, tranquillement, pas vite, en faisant quoi? En arrêtant de voir le développement de compétences ou en arrêtant de voir son évolution, ses rencontres avec son gestionnaire, quoi que ce soit, comme des événements, mais maintenant comme des habitudes. C'est intrinsèquement dans le fond, dans le fondement de comment on vit. C'est pour ça aussi, des fois, que nous, on dit on vit pour apprendre. Parce que dans le fond, c'est quoi? Il faut se lever le matin et se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Est-ce qu'on s'est mis à risque sur des petits trucs? Est-ce qu'on a fait des choses qui sont inconfortables? Et ça nous permet de nous transformer. Puis pourquoi on veut faire ça? C'est que la compétence critique la plus importante qu'on doit retrouver dans les organisations maintenant, c'est apprendre, désapprendre pour mieux apprendre. Quand Mme Dearborn est venue nous rencontrer, elle a dit aussi quelque chose que j'ai adoré, puis on a reçu aussi le VP Culture de Steelcase, qui est une super belle business en fourniture de bureaux, mais qui sont en train de redéfinir complètement le monde de l'espace du travail. Puis les deux disaient la même affaire. Ils disaient maintenant, aux États-Unis, on le voit maintenant principalement au niveau de Silicon Valley, de la Californie, tout ça, on ne forme plus nos jeunes simplement sur de la spécialité. On les forme dans l'art. On leur travaille la créativité parce qu'on sait qu'ils vont tomber dans un monde complexe où est-ce que apprendre, désapprendre et réapprendre le plus rapidement possible, sans avoir peur, vont leur permettre d'à peu près faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent cheminer dans leur carrière. Donc, comment aussi une organisation, comme nos organisations, peuvent apprendre, désapprendre et réapprendre sans en voir ça comme des échecs? Il y a 3 niveaux. Il y a la création d'habitudes du côté de l'individu. Donc, comment l'humain se positionne là-dedans. Il y a les équipes, comment les cellules d'équipe naturelles se positionnent dans les organisations. Puis comment les organisations se positionnent dans leur industrie, dans leur marché, dans leur territoire, dans la globalisation du monde. Fait que ces 3 volets-là, c'est comme une danse. Il faut que ça fonctionne bien ensemble et on a tous une responsabilité de pouvoir y arriver. Fait que si on parle de nous, puis moi, maintenant, je parle beaucoup de nous et je ne parle plus de l'organisation. Parce que ce que j'ai vu dans ma carrière, dans ma jeune carrière de 20 ans, c'est que ce sont les gens qui ont le plus grand contrôle et le plus grand pouvoir sur la culture et sur l'évolution des organisations, beaucoup plus que les leaders. Le leader est là pour donner une vision, il est là pour aligner, il est là pour structurer, il est là pour donner un terreau fertile. Mais si les gens ne suivent pas, que les individus, les gens se sont désalignés ou si quelques équipes sont désalignées ou quoi que ce soit, la business va faire quelque chose de moyen. Il y a une multitude de business case, de case studies là-dessus. On en a fait à Harvard. Là, je suis en train de faire un MBA exec à London Business School. Même affaire. On se rend compte qu'une organisation dans le même secteur d'activité, dans le même marché, dans le même territoire, qui a la même stratégie, c'est la culture et les gens qui font voir la différence sur celle qui va gagner, celle qui va devenir le leader. Et comment nous, comme humains, on peut être pertinent là-dedans, apprendre, désapprendre, réapprendre, pour être capable de se sentir bien, de contribuer, de ne pas se brûler, et puis après ça, d'avoir aussi une carrière satisfaisante, tout en se disant « j'ai contribué puis j'ai eu un grand impact ». Super simple. Vous allez me dire « hey, il faudrait le matin », super simple. En fait, il faut apprendre à tous les jours. Mon point numéro 1, c'est d'apprendre et de se dire « exercice phénoménal ». 10 jours, 10 minutes. Hey, 10 minutes dans la vie, là, je ne vous demande pas d'aller au gym ou de vous plugger pendant 1 heure. 10 jours, 10 minutes de quelque chose que vous n'auriez pas pensé ou que vous n'avez pas besoin de faire. Ça n'a pas rapport avec votre travail.
ça peut être un sport, ça peut être de l'art, ça peut être une conférence, ça peut être un truc à lire, ça peut être une connexion avec quelqu'un qui ne fait pas la même chose que vous. Pourquoi vous faites ça? C'est que le cerveau est un muscle. Fait que vous apprenez au cerveau à se remettre en créativité, en innovation, tranquillement, pas vite. Et ce qui se passe, c'est qu'après 10 jours, vous en redemandez plus. Et là, tout d'un coup, le concept d'apprendre, désapprendre, réapprendre devient plus acquis, ça devient quasiment inné chez vous. Ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, on met des efforts. Le challenge, c'est que le premier 10 jours est énorme parce que les efforts, je vous le dis, là, ça fait mal. Donc, je dis toujours la même chose. Si je pouvais aller au gym pendant 2 semaines de façon intensive, 3 heures par jour, puis que j'ai réglé ça pour 3 ou 4 mois, ça ferait longtemps que je le ferais. La différence, c'est la constance, la résilience, la détermination. Même chose pour une carrière. Ce qu'on veut, c'est un marathon. On ne veut pas un sprint. Donc, il faut mettre les efforts nécessaires pour apprendre un pas à la fois. Est-ce que ça fait mal au départ? La réponse est oui. Mais je vous jure qu'au fil du temps, ça devient de plus en plus facile. Et pour que ça devienne facile, je reviens sur la connexion, on est hyper connecté. Bien, ça prend s'entourer de gens qui aiment aussi apprendre. C'est là où est-ce que je me trouve choyée parce que si on revient à mon organisation, dans le fond, je me dis des fois égoïstement, bien, j'ai travaillé 20 ans pour me créer une équipe de feu parce que je me suis entourée de gens qui ont envie d'apprendre. Des docteurs, des MBA, des secondaires 5, des gens qui sont spécialisés en technologie, en neurolinguistique, en leadership, en organisation du travail, en intelligence spatiale. Je m'en fous d'où est-ce que tu viens. Est-ce que tu as envie d'apprendre toi aussi? C'est sûr que tu vas contribuer à mon bien-être et à ma pertinence dans le marché. Cette semaine, je commence quelque chose de complètement débile. J'ai décidé de m'inscrire à un groupe. C'est pour travailler sur ton cerveau. Pour être capable, parce que ce qu'ils ont découvert, c'est que les gens qui sont les plus performants dans l'organisation, ce n'est pas les gens qui mettent le plus d'efforts, mais c'est les gens qui sont capables de faire un recovery le plus vite possible. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que mentalement, c'est comme le corps. Les athlètes qui sont les plus forts, ce sont les athlètes qui sont capables de s'imposer une rigueur d'entraînement et sont capables de s'imposer une rigueur de repos qui va faire qu'ils vont devenir des athlètes olympiques. C'est la même chose pour notre cerveau. Il est prouvé que le repos au niveau du cerveau, le repos mental et la vitesse à laquelle on est en mesure d'avoir ce repos mental-là va nous permettre d'être plus performants que les autres sans mettre une minute de plus. Donc, je rentre, mon 10 jours, 10 minutes, moi, se traduit par 6 semaines. Je rentre à partir de samedi dans un gym, justement, sur le mental. Ça va me prendre 10 minutes par jour. Et pourquoi? C'est parce que je me rends compte que, surtout en période de COVID, des fois, mon stress chronique embarque. Puis, je me dis, bien là, après 2 mois, peut-être que oui, moi aussi, je peux avoir une fatigue mentale. Ça serait le fun que je puisse avoir le moins longtemps de repos pour être capable de revenir super straight. Parce que comme leader, il faut toujours que tu sois sa coche, il faut toujours que tu sois là, il faut que tu entendes, il faut que tu écoutes, il faut que tu sois dans l'empathie. Tu n'as pas le temps d'être dans un stress chronique ou de devenir anxieux. Ou si tu l'as, il faut que tu aies des méthodes et des approches pour pouvoir te sortir de cette zone-là le plus rapidement possible. Fait qu'une fois que chaque personne contribue, puis OK, ne fait plus juste un push and pull, elle n'attend pas de son organisation de se dire comment que monsieur, madame, tout le monde va se faire développer. Le jour où est-ce qu'on prend chacun pour soi notre propre pertinence, notre propre impact, puis on se dit OK, bien, c'est un cheminement comme ça que je veux faire, puis tu ne le sais pas pourquoi, mais tu fais plein de petits trucs, puis tu apprends à désapprendre et à réapprendre le plus vite possible, bien, tu fais partie aussi d'une cellule naturelle qui est une équipe. Pour ceux qui sont travailleurs autonomes, pour moi, c'est la même chose. Parce qu'un travailleur autonome se joint à une équipe dans une entreprise chez son client. Il y a des équipes qui sont naturelles. Donc, nous, les consultants, les formateurs, les facilitateurs, les coachs et tout ça, notre équipe est Gender AFI. Et on a aussi des équipes, moi j'appelle ça des équipes naturelles, et on a aussi des équipes chez nos clients. Donc, comment on est capable d'avoir une équipe, une cellule qui va être aussi pertinente que chaque individu sur lequel elle est composée? Encore 3 éléments. Point numéro 1, le sentiment de sécurité entre les joueurs. Grosse question. Est-ce que s'il y a un sentiment de sécurité qui n'est pas là avec mes collègues, est-ce que je peux aussi bien collaborer? Est-ce que mon équipe va avoir autant d'impact dans l'organisation que je voudrais? Bien, malheureusement, la réponse est non. Si vous voulez apprendre à collaborer ensemble, si vous commencez,
s'il y a des petits trucs, puis là, vous dites, est-ce que je peux y faire confiance ou quoi que ce soit, tant que vous n'arriverez pas à une zone minimalement saine, comme la pyramide de Maslow vous le dit, au niveau du sentiment de sécurité, vous n'y arriverez pas. Donc, le premier point de travailler pour une équipe, ce n'est pas l'art de collaborer, l'art d'influencer ses collègues, l'art de communiquer, c'est l'art de mettre en place un trust environment, un environnement de sécurité qui va nous permettre après ça de mettre les bons rituels en place, la bonne organisation du travail en place, les bons joueurs en place, etc. Et ça, pour ça, il faut se rendre vulnérable. Docteur Mauricio, je l'ai mis ce matin sur Facebook, je savais très bien que j'allais générer des bons ou des pas bons. Arruda a démontré une vulnérabilité en disant « j'aurais pas dû danser sur Facebook ». On peut partir le débat comme on veut là-dessus. Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est pas un leader? Tout ça, je m'en fous. Parce qu'un leader ou pas un leader, une personne qui se rend vulnérable à ses collègues, puis quand on parle de vulnérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une transparence, une intégrité sur qui nous sommes, où est-ce que nous sommes, comment nous sommes présentement et est-ce qu'on est connecté avec qui on est. Plus on est vulnérable, chaque personne, plus l'organisation, puis plus l'équipe de travail est efficace. Je ne vous demande pas de commencer à être vulnérable dans tout votre jardin secret, c'est pas ça que je vous dis, mais d'avoir une certaine vulnérabilité qui va nous permettre de pouvoir faire certaines erreurs ensemble et aussi d'avoir des opportunités d'apprentissage. Parce que quand mon collègue est dans sa vulnérabilité, c'est là que j'apprends beaucoup plus que s'il a l'air du super-héros qui me rend un peu inconfortable aussi dans mon stress chronique de me dire « 10 minutes là, moi, je suis là-dedans, ça se peut pas ». Après ça, on est capable d'optimiser la collaboration transdisciplinaire et de partager les responsabilités. Le mot-clé ici, c'est de comprendre le rôle des autres. On le voit, par exemple, en technologie, on parle de DevOps maintenant. On parle de développeurs qui doivent comprendre les opérations, le leader qui doit comprendre qu'est-ce que les autres font. Pourquoi? Pas pour prendre la job des autres, mais plus tu comprends ce que ton collègue fait, ce que ton organisation fait, les types de rôles critiques qu'il y a dans ton organisation et qu'il y a dans l'équipe, puis tu vas être capable de collaborer efficacement avec ton morceau parce qu'on est continuellement connecté. Mais ça, des équipes super performantes, j'en ai vu, mais dans des organisations qui ont de la difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Mais les organisations aussi ont une responsabilité. Au-delà du magnifique Simon Sinek, que, by the way, je le dis tout le temps, que je trouve cute à mort, Simon Sinek avec son why, avec tout ça, c'est super. Mais derrière le why, derrière la raison d'être d'une organisation, il y a une vision, il y a une mission, il y a des valeurs. Il faut la communiquer. De là, exemple, pourquoi Marie-Josée expliquait à quel point, plus que jamais, la communication est importante, autant à l'interne qu'à l'externe dans une organisation. Communiquer les objectifs communs, aligner les gens, créer des parcours. Et comment on fait ça? On fait ça avec du storylining. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Il faut que ça soit inspirant. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas juste des morceaux, des séquences de projets. Une organisation s'en va vers quelque part, s'aligne vers quelque part, a cette vision-là parce qu'il y a une histoire. Il y a un patrimoine, puis il y a une histoire qui se construit. Fait que l'organisation a la responsabilité, les leaders ont la responsabilité de construire cette histoire-là. Mais après ça, les gens, les équipes, les individus ont la responsabilité pour gérer le changement, de faire évoluer cette histoire-là au fil du temps. Parce que l'histoire n'est pas statique, elle évolue elle aussi. Je mets toujours ça comme slide deck maintenant dans toutes mes conférences. Busy is the new stupid. Moi, je dis learning is the new cool parce que maintenant, il faut toujours se développer. On le voit à vitesse grand V, comme organisation, comme équipe puis comme individu. Mais le busy is the new stupid aussi. Combien de fois on a entendu « je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé ». Tu es occupé sur quoi? C'est quoi ton noise? C'est quoi le bruit t'entourant qui va te faire défocusser, qui va faire défocusser ton organisation, qui va faire défocusser ton équipe, qui va aussi te faire défocusser. Pourquoi? Parce que des fois, ça va te faire défocusser parce que tu es intéressé plus par ce sujet-là, mais c'est défocusser par rapport à l'alignement de ton organisation. Ou parce que you avoid, tu le tasses, parce que tu dis « je vais le faire plus tard », mais tu sais que c'est important pour ton équipe, etc. Donc, l'organisation du travail, l'espace qu'on s'y met de travail, la façon dont on travaille ensemble devient maintenant incroyable dans notre stratégie. Ce n'est plus juste « OK, c'est de l'organisation du travail ». Dans la gestion de changement, dans l'évolution, l'utilisation de chaque heure et le focus de nos organisations est importante. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Moi, mon point là-dessus, pour finir, c'est simplement qu'actuellement, on a une opportunité majeure de faire une différence. Le Québec est en retard. Le Canada est en retard, mais le Québec est encore plus en retard sur l'évolution de nos entreprises.
les chiffres cachés sont que 40% des organisations du Québec ne feront pas la cote dans un an et demi parce qu'on ne pourra pas les maintenir sur des respirateurs artificiels. Et pourquoi ne pas utiliser 40% de dire non, ça va être 20% des organisations du Québec qui ne feront pas la cote? Parce qu'on va en avoir sauvé 20% parce qu'on va avoir nous-mêmes contribué, puis on va avoir changé un peu le monde, et on va avoir permis à nos équipes et nos organisations de se sortir de là avec un modèle d'affaires encore plus fort. Merci. Merci Marie-Pierre, c'était génial. Génial, génial. Quelle passion! D'ailleurs, j'ai une autre organisation, peut-être que certaines personnes le savent, mais j'ai aussi créé Brave en octobre 2017, je crois. Et c'est une belle affaire. Ça s'appelle braveinspiration.com pour les gens qui s'intéressent. Allez voir ça sur Internet. On a des balados avec des personnes qui ont fait preuve de courage dans leur vie, qui nous parlent avec ouverture, vulnérabilité de leur parcours et ce les a fait progresser. Et j'ai eu le plaisir, le bonheur d'interviewer Marie-Pierre. Si vous avez besoin d'une charge d'énergie, bien, je sais que vous venez d'en avoir une, là, mais mettons là, dans 2-3 jours, vous en avez besoin d'une autre. Écoutez ça. Ça serait peut-être aussi une belle habitude à prendre dans les prochains jours, un petit 10 minutes par jour de Brave. C'est des belles histoires, en tout cas, je vous invite à aller voir ça. C'est tout pour ma plug. Est-ce que on a des questions? On a des questions. Moi aussi, j'en ai. Alors, on va commencer par nos invités. Vas-y, Anna. Oui, donc on a Martin. Ouais, son son est fermé. Ah, peut-être que je peux le rétablir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça va? Oui, bonjour. C'est génial de vous entendre. Je me heurte depuis des années sur des changements d'organisation à des conseils d'administration qui sont complètement allumés par des indicateurs de succès de court terme, notamment financiers. Et je comprends de vos propos que le nouveau monde sera teinté de valeurs plus humanistes, responsables, équitables. Comment on peut les convaincre de switcher d'indicateurs de court terme sur des indicateurs long terme plus humains? C'est une très belle question, Martin, parce que je suis moi-même heurtée à ça. OK? Dans mon organisation, dans mes CA, chez nos clients. Parce qu'on a mis en place beaucoup d'indicateurs de performance entourant, disant, le cash is king. On est allé à Harvard, ils nous tablaient tout le temps cash is king, cash is king, cash is king. Par contre, ce que je vois de plus en plus arriver, c'est que les CA maintenant doivent se réinventer eux-mêmes aussi. Donc, ils sont eux-mêmes confrontés. Hier, je ne nommerai pas le CA, mais je sortais d'un comité de stratégie sur un CA qui est durement touché, vu l'industrie. Et on était vraiment, au départ, dans une non-ouverture du modèle d'affaires. On essayait de maintenir nos acquis pour être capable de dire comment on est capable de minimiser l'impact financier sur le modèle d'affaires actuel. 2 heures plus tard, après avoir cogité et avoir vraiment travaillé là-dessus, l'ouverture sur d'autres options pour dire, ben là, le modèle d'affaires doit évoluer. On a aussi une opportunité présentement de le faire évoluer. Est-ce qu'on attend maintenant ou est-ce qu'on attend dans un an parce qu'on a essayé de sauver la vague du COVID? Et là, c'est des choix. Ce que je vois dans le conseil d'administration puis dans les hautes directions, c'est ce qu'on appelle « run the business » puis « transform the business ». C'est beaucoup ça que j'utilise pour pouvoir convaincre mes pairs. Donc, « run the business », ça veut dire on a toujours nos indicateurs financiers habituels. Donc, on ne défait pas l'institution en place. Ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu essaies de confronter les indicateurs de performance actuels, si tu essaies de confronter le modèle d'affaires actuel, tu vas créer un trop grand chaos pour être capable de réorganiser puis réaligner ton organisation rapidement, surtout dans une vitesse d'exécution actuelle. Fait que tu crées des groupes. Tu crées le groupe où est-ce que tu runs et tu as des leaders qui sont très forts là-dedans. Donc, ils vont opérer, ils vont structurer, ils vont aligner, ils vont continuer, puis ils vont essayer de sauver la mise le plus possible pour être capable d'avoir des indicateurs qui tiennent la route, de ramener de l'argent au bercail pour nous permettre de nous réinventer. Mais on nomme à côté de ça 2-3 joueurs qui vont là se poser la question pour transformer et qui, eux, vont avoir le droit de vraiment penser autrement. Donc, tout est possible. Les ateliers de travail sont possibles. Tout est possible. Et là, on attaque le modèle d'affaires. On attaque la structure.
on attaque la vision, on attaque le marché, l'industrie, on attaque le positionnement par rapport à ça. Et là, ça, il sort des perles. Et là, à ce moment-là, une fois que ça, c'est un peu plus structuré, c'est plus facile de le ramener au CA pour pouvoir créer des budgets discrétionnaires, pour pouvoir travailler ça. Et là, on réinvente les indicateurs de performance dans ce groupe-là ou dans cet imaginaire-là. Fait que le temps qu'on commence à l'opérer puis qu'on teste des choses, bien, on n'a pas travaillé puis on n'a pas mis à flanc le patrimoine qui est quelque chose qui doit perdurer, mais on contamine positivement, tranquillement, pas vite, avec le nouveau modèle d'affaires, l'organisation qui est en place. OK. Mais nécessairement, tu passes par une refonte d'une culture d'entreprise. Ah, de toute façon, actuellement, il n'y a pas une culture qui va perdurer présentement. Chaque culture est échouée en ce moment. Puis, je ne voulais pas, parce que ma conférence peut être d'1 heure, là, je n'ai pas attaqué l'aspect culture d'apprentissage. Mais ça, c'est tout un autre volet où est-ce que, quand on parle de culture d'innovation, moi, ça m'énerve. Parce qu'il est prouvé qu'au monde, il y a seulement 16 % des entreprises qui ont réellement une culture d'innovation. Donc, 16 % là, c'est des peanuts, parlons-en même pas. Et on n'est même pas loin de pouvoir atteindre le 20-25 % parce qu'on n'est pas là-dedans. Avant d'avoir une culture d'innovation, il faut avoir une culture d'apprentissage. Fait qu'il faut être capable de pouvoir passer vers une culture d'apprentissage où est-ce que les gens, justement, vont être capables de mouver eux-mêmes, ne seront pas dans l'inconfort tout le temps, ne seront pas dans le défensif. Parce que le challenge, que si les gens sont toujours mutés dans leur spécialité, c'est qu'ils tombent dans la défensive où ils vont avoir l'impression de ne plus être en sécurité dans leurs équipes parce qu'on est en train de créer des changements. Et que ça, comment on est capable de créer ça? C'est une culture d'apprentissage. Puis après ça, l'étape suivante, on est capable d'attaquer la culture d'innovation. Et que si on isole les initiatives d'un nouveau modèle d'affaires et tout ça, bien, cette culture-là d'innovation et d'apprentissage peut déjà être insufflée. Et après ça, on va y aller par étapes. Puis là, on va faire évoluer notre culture at large dans la grande sphère. Qu'on soit 50 ans ou qu'on soit 200 ou 2000, cette stratégie-là fonctionne tempête. Parce que ce n'est pas parce qu'on est 50 que c'est plus facile de faire évoluer un changement. Oui, bien sûr. Je te remercie. C'est super intéressant. Ça fait plaisir. Alors, on a Sophie Morpho. Si vous pouvez nous dire, Martin, on ne le sait toujours pas. Enfin, moi, je ne le sais pas. De quelle organisation, à quelle organisation vous appartenez, un peu votre rôle avant de poser votre question. Ce serait bien. Sophie, la parole est à vous. Bonjour, Sophie. On ne vous entend pas, malheureusement. Le son est défait, mais pas de votre côté, peut-être. Marie-Pierre, est-ce que je peux te poser une question en attendant? Bien sûr, vas-y. Peux-tu me dire, c'est quoi les enjeux? Les entreprises viennent te voir avec quels enjeux actuellement? Ça, c'est un très bon point. En fait, le PACME a aidé, je dirais. Oui. Des enjeux de développement de compétences sur les compétences numériques, c'est comme incroyable. Incroyable. Donc là, ça sort. Puis je dirais sur 2 éléments fondamentaux, là, les gens sont déstabilisés par le télétravail. Donc, ils ne savent plus comment gérer leurs équipes en mode de télétravail. Outre la technologie, puis de s'ancrer ensemble devant sur Zoom, Teams ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le télétravail, la gestion à distance, c'est comme fois 1000. Les compétences numériques, ça, c'est les compétences numériques vont jusqu'à comment utiliser puis comment utiliser Office 365 de façon efficace dans mon organisation pour communiquer au bon endroit, laisser des traces, gérer ma gestion des savoirs ou mes gestions d'équipe, collaborer sur des mêmes teams, des mêmes projets. Je ne me vois plus. Là, comment on est capable de faire? Ça, c'est compétences numériques à l'os. Tout ce qui est aussi compétences humaines. Donc, les gens se repositionnent beaucoup sur comment animer, comment présenter, comment communiquer, comment influencer. Parce que je pense qu'on est habitué d'influencer, de communiquer un peu plus dans des petits groupes, dans une salle de conférence physique. Mais l'énergie qu'il faut, ou en tout cas la façon dont on utilise l'énergie à distance pour être capable de faire son point, d'influencer, de communiquer puis de bien expliquer son truc, ça s'apprend.
Fait que ça, c'est beaucoup ça. Et ce qu'on voit, c'est des transformations digitales, numériques. OK, là, j'ai compris, mes process ne sont pas sacoche. Oui, merci, vous m'avez mis digital. On est tous en ligne. Mais là, comment qu'on est capable d'être plus efficace, comment on est capable de s'optimiser? On est une manufacture, on part par où? Non, mon e-commerce était mon commerce en ligne ou ma façon de fonctionner pour aller chercher mes clients en ligne, c'était 20 de mon chiffre d'affaires. Puis là, ben, c'est rendu 50, mais ça ne fonctionne pas. Je n'étais pas faite pour ça. On fait des plans de transformation de business en moins de... Avant, c'était des 100 jours. Maintenant, c'est en moins de 20 jours. C'est quoi notre plan de match? Puis on part des chantiers parallèles. D'ailleurs, un exemple concret, c'est Agenda. T'sais. Quand j'ai vu la crise, puis que là, tout le monde reportait leurs cours, c'était comme un effet domino. C'était comme la bourse. Tout. Je voyais sortir les participants des classes. Il faut comprendre que nous, on forme des milliers, on forme 75 000 personnes au Québec par année, sans compter le Canada. Puis là, je voyais ça descendre. Puis là, les gens paniquaient. Puis là, j'étais là, OK, on ne panique pas. Un, ce n'est que des reports. Et deux, ça veut dire que les gens sont désorganisés. Les entreprises sont désorganisées. Ils ont besoin de s'organiser pour après ça se rendre compte qu'ils ont besoin de se développer pour être capable de passer la crise. Fait que ces étapes-là, on les vit. L'instabilité, on le vit. Là, on est dans le développement de compétences. Fait que là, on est dans... on va manquer de profs. D'ailleurs, j'embauche. On manque de profs. Il va y avoir des trucs qui sont le fun qui arrivent. Les gens, maintenant, veulent transformer leur business. Et c'est plus du 100 jours, c'est du 20 jours, c'est de la vitesse, c'est de la rapidité. Puis là, les chantiers sont en même temps. Donc, on a fait ça. Nous, on a parti 3 grands chantiers. Notre go-to-market pour être plus agressif. Toute la modernisation interne de nos systèmes et la sortie de notre marketplace en learning. Et toute l'expansion de l'apprentissage, du learning, de l'apprentissage à distance. Ça, c'est nos grands chantiers que pour la plupart, on veut livrer d'ici 3 à 4 mois. Fait que il y a une armée chez nous qui travaille là-dessus. Donc, plutôt que d'être back burner et de dire, OK, je vais attendre que la crise passe, bien, il y a des leaders qui vont attendre, c'est une stratégie. Il y a des leaders qui vont investir massivement, c'est une autre stratégie. Moi, j'ai doublé ma business depuis 20 ans aux 5 ans sur des crises. Donc, pour moi, la COVID, c'est une autre crise. Alors, ça m'a juste dit, il faut que j'investisse massivement. Mais il faut respecter les leaders qui disent non, on va se protéger puis on va passer la crise. C'est correct, c'est une autre stratégie. Puis on les aide pareil, mais là, ils travaillent le développement de compétences un peu plus traditionnellement. Super, merci. Je pense que Sophie, on vous entend maintenant. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Okay. Merci. Ben, tout à l'heure, j'avais un problème d'écouteurs et de micro, donc j'ai réallumé, rééteint. Bon, je suis là. Oui, en fait, j'avais une question par rapport au... Vous nous dites d'où vous êtes? Oui, ben, je suis conseillère en gestion de changement, puis je travaille présentement à la capitale. Ah, bonjour! Et... Bonjour. Puis là, moi, c'est sûr que ça résonne tout ce que vous avez dit dans la présentation. Puis la question que je me pose, moi, c'est... en fait, que je vous pose, c'est comment est-ce que vous voyez l'évolution du métier de conseiller en gestion de changement? Parce qu'aujourd'hui... je me demande parfois si on est bien positionné dans l'organisation et si on fait la bonne affaire et que par le fait même que la façon dont on existe aujourd'hui, on n'est pas tout simplement en train de se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est ma réflexion dans ce moment. Puis là, je me demandais si vous avez envie de... bonne. Votre réflexion est très bonne. Puis je ne sais pas si j'ai d'autres conseillers en gestion de changement dans la salle. Alors, je vais être assez directe et transparente. Le métier de gestion de changement, moi, je n'y crois plus. Fait que c'est assez clair. J'ai toute une ordre de change manager chez nous, by the way. Donc, nous, ça fait déjà des années qu'on a fait évoluer le profil du gestionnaire de changement. Pour moi, un gestionnaire de changement aussi, c'est où est-ce qu'on pousse, tu sais, puis bon, il y a beaucoup de certifications à la Prosky qui existent et tout ça, les cadres de référence, les concepts, tout est très bon, là. Ça, c'est comme aller à l'université puis avoir des outils dans notre truc. Mais pour moi, un gestionnaire de changement, le challenge qu'on a, le défi, ça provient de nos clients et provient des organisations qui nous positionnent dans les projets directement et qui ne nous posent pas globalement dans la transformation. Donc, en 2005, j'ai pris le pari de développer des bureaux de transformation dans mes grands clients plutôt que de positionner des gestionnaires de changement par projet. Ça a fonctionné 5 à 7 ans. Il y a un cycle dans les gestionnaires de changement. On a besoin de gestionnaires de changement pendant 5 à 7 ans. Après ça, on se dit on n'en a plus vraiment besoin. On a besoin plus de profils de conseillers en gestion ou on est plus dans de l'agile. On a besoin de coachs agiles. Puis là, on diminue la portée des gestionnaires de changement.
Puis après ça, on se rend compte qu'on en a besoin parce que là, c'est pas on time, on budget, on scope. On a besoin des change managers pour gérer tout l'aspect capacité humaine dans les projets. Et là, en ce moment, il y a un buzz autour des gestionnaires de changement. On en demande partout, mais on les demande dans les projets. Et mon positionnement à ça et le positionnement de ma firme et de tous nos magnifiques conseillers en gestion de changement, c'est qu'on les fait évoluer aussi comme coach, comme business coach. Parfait. Ben ça, je trouve ça excellent. Et pourquoi? On a acheté Mosaïque International. On a acheté Mosaïque Québec, puis on est lié avec Mosaïque International. On a acheté ça en 2015. Je suis moi-même en train de me certifier Master Coach. Pourquoi? Parce qu'un coach ne trouve pas les réponses. Le coach accompagne les autres à trouver leurs propres réponses. Et là, ça, c'est des aptitudes que je considère qu'un conseiller en gestion de changement va pouvoir avoir facilement et va pouvoir, à ce moment-là, contribuer plus stratégiquement dans l'organisation. Fait que vous allez voir, Agenda va lancer une propagande là-dessus, d'ailleurs, cet été, de façon massive. On sort tout un phénomène sur le business coach pour le change manager. Fait que suivez-nous, je pense que ça va vous intéresser. Puis ça, c'est pas juste pour nous, c'est pour le marché. Fait qu'on veut créer cette tendance-là plutôt que de dire certifiez-vous Prosky, carte de référence, do it ou quoi. Un n'empêche pas l'autre, mais la notion de business coach va devenir importante parce que là, le gestionnaire de changement va se voir positionner dans les modèles d'affaires plutôt que de se positionner seulement dans le projet. Ben je suis contente d'entendre ça parce que c'est exactement ce que je pensais. Fait que j'avais l'impression d'être la seule. Fait que je suis bien contente d'entendre ça. Suivez-nous sur LinkedIn. Oui, suivez-moi. Vous allez avoir de l'information là-dessus. On pourra en parler, mais je pense que c'est génial. Des choses intéressantes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Sophie. On a Geneviève Boileau. Bonjour, Geneviève. Oui, bonjour. Moi, je suis gestionnaire des coms internes dans le réseau de la santé. Donc, on vit une méga gestion de changement comme plusieurs entreprises, évidemment plusieurs organisations, mais disons que je me plais ou me déplais tout dépendamment du jour à dire que c'est une double gestion de changement dans le sens que c'est une transformation dans une transformation. On applique les directives, les mesures qui nous sont partagées à chaque jour concernent, au niveau du gouvernement, tout ça nous concerne et nous impacte au quotidien. Puis nous, on a à faire du sens avec ça. Fait que c'est sûr que ça ébranle beaucoup les murs chez nous, cette grande COVID qu'on a à gérer doublement. Puis j'étais curieuse de vous entendre un peu sur c'est quoi votre... selon vous, ça va être quoi le principal défi ou le principal conseil que vous avez à donner dans le contexte éventuel de relance ou de reprise? Comment on continue de donner un sens à ce réseau-là qui est doublement impacté en termes de changement? Mm-hmm. C'est une question excessivement complexe. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec le milieu de la santé. J'ai vu des bons coups, j'ai vu des ratés comme dans partout, incluant comme chez nous. Et j'ai trouvé que le domaine de la santé, depuis les 2 mois, m'impressionne de façon genre exponentielle. Et puis je parle pas juste de la crise sanitaire, là. Je parle vraiment de la façon dont les projets et la passion et l'organisation que le réseau de la santé a fait preuve, malgré les intégrations qu'ils ont vécues depuis les dernières années, malgré les mouvements personnels, malgré tout. On a vu des belles choses depuis 2 mois. On travaille d'ailleurs à plusieurs endroits. Donc, je pense que vous êtes déjà bien alignés sur des trucs. Je ne peux pas donc faire des recommandations sur le réseau de la santé parce que je considère que c'est un réseau qui est en crise et qui est en crise sur des éléments externes qui ne lui appartiennent pas. Hein. La santé est au front présentement. Alors, je vais te donner une réponse plus générale, mais je pense qu'il pourrait rentrer dans la santé. Pour moi, la communication interne dans les prochaines années, ça s'intègre directement dans le cycle de vie de nos gens. Donc, on a une obligation, puis on se lançait là-dedans avant le COVID. On a parlé beaucoup d'expérience client depuis les dernières années, disant qu'il faut que notre client ait une expérience, tout ça. Et on commençait, nous, à expliquer à quel point l'expérience employée est importante. Et tout ça est basé sur la communication puis la façon dont on communique avec nos gens, parce que tu peux avoir la meilleure expérience possible, mais si tu ne la communiques pas, si elle ne fait pas de sens pour tes gens, ça n'arrivera pas.
Donc, il y a toute une refonte pour le domaine de la santé là-dedans sur l'expérience de l'employé, parce qu'on le voit, l'expérience des préposés aux bénéficiaires, l'expérience des infirmières, l'expérience des médecins, etc. On le voit, c'est un réseau qui est en crise par rapport à ça pour multiples bonnes raisons, on va se le dire. Mais cette refonte-là va permettre à ce moment-là, puis le positionnement des communications, à mon sens, dans les prochaines années, va être primordial. Parce que ça devient même à la rigueur un peu du marketing interne. Je l'ai vu un peu plus dans le domaine des assurances depuis les dernières années parce que le domaine des assurances a été excessivement chamboulé dans leur transformation. Ils ont des compétiteurs qui n'appartiennent pas à leur milieu. Il y a des compétiteurs qui appartiennent, par exemple, à des Google de ce monde qui ont de la donnée sur nous et là, qui vendent de l'assurance. Donc, par exemple, l'écosystème de courtage indépendant est shaké. Donc, on se pose la question comment on doit se repositionner, puis c'est des milliers et des milliers de personnes. Fait que la santé, c'est ça fois 1000. C'est-à-dire comment on va être capable d'être pertinent au sein de notre réseau. Donc, il y a un enjeu de leadership, il y a un enjeu de technologie, évidemment, mais derrière ça, après ça, il y a un enjeu d'humain de dire « OK, je vous ai entendu, je suis capable maintenant de comprendre ce que vous vivez et ça se traduit maintenant par de l'aide comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Fait que les communications internes, même nous, chez nous, c'était pas une cible dans la gestion de changement. On avait des change managers qui faisaient aussi des stratégies de communication interne pour certains clients, mais c'était intrinsèquement lié avec l'organisation du travail ou avec des changements à des points d'ancrage dans un projet. Maintenant, je reviens avec maintenant, c'est une habitude. Donc, c'est plus un événement communicationnel, c'est directement lié dans ta ligne d'expérience employée, mais tout au long de la vie de l'employé. Fait que c'est comme primordial. Je l'ai moi-même commencé à le faire. On est beaucoup plus présent dans nos communications internes. On est beaucoup plus présent aussi dans nos communications au niveau des médias parce que je me rends compte que c'est tout ça qui fait la différence. Puis l'intégrité des communications basées sur la valeur du réseau, comment vous voulez l'amener, votre patrimoine, qui vous êtes, ça, c'est super important. Parce que si vous amenez des communications peut-être plus tablettes, de dire ben ça a marché à quelque part d'autre, ben it's not gonna work. Parce que on est intelligent, on le sent quand ça fonctionne puis quand c'est vrai versus quand c'est pas vrai. Merci pour votre question, Geneviève. J'ai une question un peu qui fait suite à ça, un peu plus philosophique. J'ai l'impression que les organisations ont un rôle qui grandit, un rôle qui s'extensionne, ne serait-ce social, même par rapport aux employés. On a un rôle qui est beaucoup plus important. On se préoccupe de leur bien-être, on se préoccupe de leur santé mentale. Puis d'un autre côté, tu nous dis, l'employé s'autonomise. L'employé doit, en anglais, j'imagine, s'empowerer, etc. C'est comment ces deux tendances-là actuelles se cohabitent? Laquelle est la plus forte? Comment tu vois le lien entre les deux? Je vais parler pour l'Est du Canada. En ce moment, ce qui est le plus fort, c'est la transformation des organisations. C'est pour ça que je mets un point d'honneur de parler de notre responsabilité comme humain puis de notre responsabilité de contribution. Parce que les organisations, même si elles veulent se transformer, si les gens n'ont pas le vouloir de pouvoir se transformer à la même vitesse que les organisations, c'est là qu'il y a une ligne, une brisure. Cette brisure-là, on l'a senti depuis les 2 dernières années principalement parce qu'on dit « Ah, il y a un manque de main-d'œuvre ». Non, il n'y a pas de manque de main-d'œuvre. Il y a encore des milliers de personnes qui ne travaillent pas. Il y a un manque de talent. Puis le talent, c'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents ou quoi que ce soit, c'est qu'ils n'ont pas développé les compétences du futur. Puis on sait que 40% des métiers n'existent même pas encore d'ici les 2 prochaines années. Donc, tout ça, ces compétences critiques-là qui vont nous permettre d'évoluer en même temps que l'organisation, il y a en ce moment une dichotomie majeure. Et ma crainte à moi, puis c'est pour ça que je salue le PACME puis que je trouve que le 100 millions, c'est pas du tout assez, c'est qu'on est arrivé dans une zone où est-ce que les organisations, les individus au Québec, n'ont pas assez de compétences numériques pour pouvoir aider l'organisation à shifter à un autre niveau. Fait que non seulement l'organisation n'a pas assez investi sur ces gens, mais les gens eux-mêmes n'ont pas assez investi sur eux. Et là, ne me partez pas non plus sur tout le réseau universitaire, cégep et compagnie, parce que la révolution de nos universités n'a pas été aussi rapide. Fait qu'on a aussi ce bout-là, qu'il y a une brisure entre ce qui se passe vraiment au niveau de la société versus les universités, les cégeps, versus les techniques,
versus les personnes. Fait que là, tu as une espèce de trio super important qui doit danser ensemble. Fait que là, ce que je vois, c'est qu'il y a des organisations qui s'organisent en ce moment de façon majeure. La crise, qu'est-ce que je vois? C'est 2 types de personnes. Les personnes qui reculent puis qui se disent « Wow, attends une minute, là, that's too much for me ». Puis probablement que ces personnes-là ne sont pas ici dans la conférence. Et il y a d'autres personnes qui se disent « OK, attends une minute, comment moi je peux contribuer avec qui je suis? Mon organisation, c'est en train de se transformer. Ça me parle-tu vraiment? Ça me parle-tu pas? Qu'est-ce qui me parle dans le marché? » Mais ça, ce niveau-là doit se rétablir. Les organisations investissent, depuis les 10 dernières années, investissent la moitié du budget qu'on a vu aux États-Unis et en Europe. Fait que déjà, en développement de compétences. Fait que déjà, on a créé un appauvrissement des talents, des compétences qu'on doit reprendre. Puis en plus, on doit être imaginatif et créatif. Fait que ce retard-là, ce gap-là, c'est la responsabilité des organisations, c'est la responsabilité des leaders, mais c'est aussi à 50-50 la responsabilité de chacun d'entre nous. Tu es fermée, ma chérie. T'es encore fermée. Je vais l'avoir. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On n'a pas d'autres questions, Anna, je pense. Le temps est précieux, donc, mais quel beau contenu, Marie-Pierre, évidemment. Je suis tellement contente de t'avoir invitée. Merci. Oups, on a quelqu'un. On va prendre une dernière question à ce moment-là. Marie-France. Elle a l'air sympathique en plus, Marie-France. Ben oui. Est-ce que vous nous voyez? On voit ta photo. OK. Bonjour Marie-Pierre, super conférence, merci. Moi, je coordonne la formation à Sentinelle-Nord à l'Université Laval. Oui! Donc, j'ai le rôle, en fait, c'est un programme qui est transdisciplinaire. Et dans mon rôle, ce que je dois faire, c'est outiller les jeunes chercheurs pour justement développer des compétences d'avenir, pour les aider justement à avoir un impact dans leur future carrière. Et puis, ça résonne super bien ce que tu disais. Je me demandais si tu avais un conseil justement sur une compétence sur laquelle on devrait miser pour les outiller pour la suite des choses, ce serait quoi? Apprendre à apprendre, tout de suite. Parce que si tu tombes dans tout ce qui est, mettons, numérique ou tu tombes dans tout ce qui est humain ou quoi que ce soit, où est-ce que, tu sais, il y a des grandes recommandations de LinkedIn, de Gartner et compagnie, l'affaire, c'est que tu refocuses une spécialité à la personne. Tandis que si tu génères de les mettre un peu en danger, de leur faire travailler le cerveau à se dire « OK, attends une minute, comment je fais pour moi apprendre à apprendre? Comment je fonctionne comme humain? Comment j'apprends moi dans la vie? Puis comment je peux apprendre plus rapidement, plus efficacement sans me sentir en danger? » Ça serait mon premier truc. Parce qu'après ça, là, tu peux apprendre n'importe quoi, puis ils deviennent plus autonomes aussi sur l'apprentissage. Ils vont avoir un peu moins besoin de toi. Parce que toi, ton rôle, c'est d'autonomiser les jeunes chercheurs. Bien, une chose qu'on aime beaucoup développer, c'est le co-learning, hein, de les amener à apporter leur contribution dans d'autres disciplines, de voir qu'ils peuvent plonger puis d'être confortables là-dedans parce qu'ils ont une force plus grande qu'ils ne le savent. Donc, on les amène beaucoup là-dedans. Puis, c'est l'avenir. Moi, j'arrête pas de dire on est tout le temps connectés, on est tout le temps connectés, on est tout le temps connectés. Les gens qui travaillent seuls, qui aiment travailler seuls dans une organisation comme la mienne, ils ne perdurent pas, ils s'en vont. Ils ne sont pas capables. C'est même un des trucs qu'on regarde en premier en recrutement. C'est même pas les compétences que tu amènes dans l'organisation, mais c'est ton aptitude à travailler dans un milieu qu'on appelle VICA, là, qui est incertain, volatile et tout ça, et que tu te sens bien dans une certaine zone grise. Et ça s'apprend aussi. Fait que on voit le niveau d'aisance, par exemple. Ce niveau d'aisance-là doit être très, très fort en groupe. C'est là pourquoi je parlais de vulnérabilité, de sécurité, tout ça. Puis là, la magie s'opère, effectivement. En fait, les gens se rendent compte en groupe qu'ils se retrouvent ailleurs complètement de ce qu'ils ont pensé. Là, dans ce cas-là, je dis, OK, applaudissements, c'est parfait. Bien, merci, Marie-Pierre. Merci, Marie-France. Bonne chance. Oui. Merci pour votre question. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là et surtout un grand, grand merci à Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente de Tenda et d'AFI Expertise. On se voit sur les médias sociaux. Oh oui! Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Bye-bye.